Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indes radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, coup de tonnerre hier au Sénat. Les sénateurs ont rejeté le projet de loi de financement de la sécurité sociale, dénonçant un mépris du Parlement. En cause, les annonces d'Emmanuel Macron sur un plan d'urgence pour l'hôpital, annonce qui tombe en plein milieu de l'examen du texte. On en parle avec l'une des rapporteurs de ce texte, c'est la sénatrice centriste Elisabeth Doineau, elle est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Nathalie Loiseau, députée européenne, membre de Renaissance, c'est le groupe où siègent les députés de La République En Marche au Parlement européen. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Fabrice Vesseredon du groupe EBRA. Et puis cette semaine, vous le savez, nous sommes en Moselle. Nous nous intéressons aux questions de santé. Aujourd'hui, nous verrons que les territoires cherchent des solutions pour une meilleure organisation des soins et une meilleure prise en charge des patients. Et ça passe notamment par une mise en réseau de différents acteurs de la santé, vous verrez. Et puis enfin, dans le Club des territoires, nous parlerons du Congrès des maires. Il s'ouvre lundi. Il a lieu toute la semaine prochaine, porte de Versailles à Paris. Nous verrons les grands enjeux de ce congrès. Mais avant cela, voici les autres informations de ce vendredi 15 novembre. De fortes chutes de neige touchent la région Rhône-Alpes-Auvergne. Un homme a été tué par une chute d'arbres en Isère. 300 000 foyers sont privés d'électricité et certaines routes sont coupées dans la région. Édouard Philippe recevra les partenaires sociaux à Matignon le 25 novembre pour tenter de déminer le terrain sur la réforme des retraites avant la grande mobilisation annoncée du 5 décembre. Le corps Conseil d'orientation des retraites lui remettra son rapport le 21 novembre pour un point sur le système actuel et les projections sur l'avenir. Et puis il n'y aura pas de duel fratricide à Nice. Chez les Républicains, Éric Ciotti renonce à briguer la mairie, laissant le champ libre au maire actuel, Christian Estrosi. Ça se complique en revanche pour le Parti socialiste au Mans. La députée socialiste Marietta Caramanli déclare hier sa candidature. Le maire sortant socialiste, Stéphane Le Foll, dira dans les prochains jours s'il se représente. On débute avec la sénatrice du jour élue de la Mayenne, siège donc dans le groupe Union Centriste et vice-présidente de la Commission des Affaires sociales. Bonjour Elisabeth Doineau. Bonjour Oriane. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes également l'une des rapporteurs de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, examiné cette semaine au Sénat et rejeté hier. On va bien sûr longuement en parler, mais d'abord, ce discours d'Emmanuel Macron, c'était hier après-midi lors de son déplacement à Épernay dans la Marne. On va vous entendre sur le sujet, mais d'abord on va écouter le président de la République. Il a annoncé que des décisions fortes seront prises sur l'hôpital. On l'écoute. Tout ce qui a été fait par le gouvernement va donc dans le bon sens, mais j'ai demandé au gouvernement, à la ministre de la Santé, à plusieurs de ses collègues et sous l'autorité du Premier ministre, de travailler avec vigueur pour un plan d'action renforcé et des décisions fortes qui seront annoncées par le Premier ministre au sortir du Conseil des ministres de mercredi prochain. Ces décisions redonneront des marges de manœuvre financières, plus de moyens, mais pas seulement. C'est un plan, là aussi, beaucoup plus large qui doit répondre à la situation actuelle. Nous devons investir et assumer d'investir, plus fortement que nous n'avions au début envisagé de le faire, parce que la situation est encore plus grave que celle que nous avions analysée. Emmanuel Macron promet donc un plan d'urgence, des moyens supplémentaires. Qu'est-ce que vous attendez des annonces d'Édouard Philippe la semaine prochaine, mercredi? Alors des annonces fortes que nous avions aussi relancées, si je puis dire, à travers les précédents PLFSS. Il faut dire que ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on peut dire que l'hôpital est malade. En réalité, ce que je crois, c'est que le gouvernement a manqué d'anticipation. Il n'est pas normal qu'il réponde à la rue alors que les parlementaires ont à de multiples reprises, et notamment au Sénat, alerté sur les difficultés rencontrées par les professionnels de santé, sur une vraie qualité du soin à l'hôpital, les problèmes de recrutement. Il y a un certain nombre de choses qui avaient déjà été, en tout cas, discutées au Sénat et qui n'ont pas été prises en compte. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le président répond à la rue alors qu'il aurait pu répondre aux parlementaires. Et on va revenir sur ce qui s'est passé hier au Sénat, mais vous dites qu'il répond à la rue parce qu'il était obligé de le faire suite à l'ampleur, finalement, de la mobilisation hier. Il s'est retrouvé au pied du mur, vous pensez? Je pense que là, il donne cette réalité-là.
Nous, en fait, pourquoi les choses se sont mal passées au niveau de la discussion sur le plan de financement de la sécurité sociale, c'est qu'on en apprenait plus dans les médias à travers le JDD que finalement en auditionnant les ministres. C'est quand même anormal, vous ne trouvez pas? En fait, le JDD était devenu le bulletin officiel et ça, on ne peut pas l'admettre. En fait, ce qu'on demande au gouvernement, c'est davantage d'anticiper. Ils connaissent l'état de l'hôpital, ils connaissent la situation et pourquoi faire des annonces après que la rue, finalement, se soit manifestée. Mais qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que c'est un coup politique pour dire aux manifestants oui, on vous a entendu, ou finalement il y a un peu de panique, de précipitation? On n'est pas habitué à voir Emmanuel Macron répondre immédiatement. Il aime plutôt prendre son temps, le président de la République. Oui, mais justement, il a trop pris son temps. Il fallait qu'il réponde aux problèmes de l'hôpital. Des tas de rapports ont été mis sur la table. Madame El Khomri, dernièrement, a travaillé sur le mal-être des professionnels de santé du médico-social. Le rapport Libault aussi sur le grand âge. On attend tout ça. Il y a une vraie, comment dirais-je, impatience de la population. Alors pourquoi attendre que la rue s'exprime pour lancer de grandes réformes ou en tout cas annoncer des sommes qui pourraient constituer en tout cas des progrès pour l'hôpital. Vous pensez que son discours d'hier peut calmer la colère du monde hospitalier ou c'est trop tard? C'est jamais trop tard, c'est jamais trop tard. Mais je pense que le timing par rapport aussi à sa relation avec le Parlement est mauvaise. Allez, on le disait, c'est dans ce contexte que le Sénat a examiné cette semaine le projet de loi de financement de la sécurité sociale. On va en parler avec notre journaliste parlementaire, Quentin Calmet. Bonjour Quentin. Ariane, bonjour la sénatrice. Et Quentin, ce sont des sénateurs en colère qu'on a vu hier. Tout à fait, vous parliez de coup de tonnerre, c'était vraiment ça hier en séance. Tout est parti de la déclaration dont on vient de parler d'Emmanuel Macron sur ses annonces qui vont intervenir mercredi sur l'hôpital. Pour Emmanuel Macron, il s'agissait d'éteindre la colère des personnels de l'hôpital public, donc dans ce déplacement dans la Marne. Mais au même moment, en fait, il a attisé la colère des sénateurs en séance. Leur sang n'a fait qu'un tour lorsqu'ils entendent cette déclaration sur les annonces qui vont venir. La gauche demande une interruption de séance. L'examen du texte du projet de loi de financement de la sécurité sociale est interrompu pendant de longues minutes car la conférence des présidents est convoquée en urgence à la demande du président Larcher. En salle des conférences où nous étions, les sénateurs ne cachent pas leur colère à ce moment-là. Écoutez ces deux interventions qu'on a vraiment pu filmer au moment de l'interruption de la séance. Outrageant pour les parlementaires, que ce soit à l'Assemblée nationale ou le Sénat. Et c'est d'autant plus outrageant pour nous que mardi soir, nous avons fait une réunion, les commissaires de la Commission des affaires sociales, tous partis confondus, avec les deux ministres, et que les deux ministres nous ont juré le cœur sur la main qu'ils ne savaient rien. Donc nous, on nous prend pour des idiots et eux pour des guignols. On nous demande de voter un budget qui sera démenti dans les 2 jours ou 3 jours qui viennent. C'est du jamais vu dans notre République et par conséquent, il est normal que ça hérisse un peu les parlementaires. Voilà, au-delà de cet épisode sur l'hôpital, pour les sénateurs, cela démontre le peu de considération de la part de l'exécutif envers le Parlement. Écoutez le patron des sénateurs, les Républicains, Bruno Retailleau. On travaille pour rien. C'est un théâtre d'ombre. Je pensais, moi, que les Gilets jaunes avaient montré à Emmanuel Macron, président de la République, que les corps intermédiaires, que le Parlement, que les élus, les maires, c'était important. Et que le risque qu'il courait à organiser un face-à-face entre le peuple de France et lui-même était quand même dangereux. Donc hier, les sénateurs, on le comprend, ils ont tapé du poing sur la table avec ce rejet du volet recettes et donc toute la suite du projet de loi tombe. Et ils l'ont même tweeté, regardez ce que Michel Meunier a pu écrire, le Sénat rejette la 3e partie du PLFSS 2020. Et on le voit d'ailleurs, cette photo du vote dans l'hémicycle, on voit que tous les sénateurs, tous bancs confondus, rejettent massivement, à l'exception des sénateurs LREM qui s'abstiennent. Mais donc, à la clé, il y a cette nouvelle zone de turbulence entre l'exécutif et la Chambre haute du Parlement. Merci beaucoup Quentin pour le résumé de ce qui s'est passé hier soir. Elisabeth Doineau, on a vu colère des sénateurs, unanimité politique, tout bord confondu, tout banc confondu, on le voit. Oui, une colère légitime.
On ne peut pas discuter d'un texte avec des montants qui seront finalement dont l'obsolescence est programmée, puisque les annonces du Premier ministre sont annoncées pour mercredi. Or, notre vote était le mardi. Donc vous imaginez, comme disait le président Retailleau, c'est un théâtre d'ombre. Pour qui nous prend-on, quoi? Tout le travail que nous avons fait les uns et les autres, nous avons auditionné, nous avons travaillé les amendements, nous avons préparé nos interventions. Et pour Quel finir... est votre sentiment ce matin? C'est quoi? C'est du mépris? Comment vous pouvez l'exprimer? Écoutez, de l'amertume. Alors, la colère, oui, j'ai vécu ce début de PLFSS avec beaucoup de colère parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il me semblait qu'on en apprenait plus dans les médias finalement qu'auprès des ministres que nous rencontrons. En fin de compte, on se dit, mais finalement, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Or, le Sénat a toujours montré un esprit constructif. Bien sûr, il n'est pas toujours en accord avec le gouvernement et c'est son rôle. Et c'est pour ça que notre démocratie fonctionne sur deux piliers, si je puis dire. Et là, en fait, on nous vole ce débat. On nous le supprime tout simplement. Mais vous diriez que c'est un épisode ponctuel ou que c'est finalement la suite d'une longue série de relations tendues entre le Sénat et le gouvernement? Oui, je pense que c'est tendu et c'est tendu depuis le début. En fait, je pense que ce gouvernement ne comprend pas à quoi sert le Parlement. Très objectivement, on le voit aussi dernièrement sur la loi engagement et proximité. Le Sénat qui est la représentation des territoires. On peut dire que tous les sénateurs, en fait, ont exercé un mandat local. Donc, ils connaissent la réalité et l'aspérité de ces mandats locaux. Et pour autant, vous voyez, toutes les améliorations que nous avons pu apporter à travers cette loi, ils ont été tous supprimés d'un coup de revers de la main par les députés qui ne connaissent la plupart du temps justement pas cet exercice précis. Donc du quand mandat Emmanuel local. Macron dit l'acte 2 du quinquennat, ça sera plus de dialogue, plus d'écoute, tout ça pour vous, vous dites ce ne sont que des mots? Bah, écoutez, je demande à voir. Pour l'instant, moi je pense qu'il y a des efforts de calinothérapie par moment. Ça, on le voit très très bien. Oh là là, on a été trop loin dans justement cet éloignement, dans ce mépris avec les partenaires sociaux, avec les parlementaires. Donc tout d'un coup, il y a un rapprochement, mais tout de suite après, finalement, le naturel revient au galop et on décide tout seul et on trace la route. En réalité, Emmanuel Macron, tout intelligent qu'il est, on voit bien qu'il réagit à la rue. Et ça, ce n'est pas possible. En fait, il faut agir, parce que sinon, justement, la rue réagit. Alors, vous êtes une spécialiste de ces questions de santé au Sénat. La rue, justement, eh bien, hier, elle était remplie de ces personnels hospitaliers qui manifestaient. Vous avez reçu, vous, une délégation à la Commission des affaires sociales du Sénat. Que vous ont dit, ce personnel hospitalier ? C'était d'abord quelque chose d'exceptionnel. Le président de la Commission des affaires sociales, Alain Milon, a souhaité que nous rencontrions, bien sûr, des représentants de ces manifestants. Moi, j'ai trouvé que c'était un moment fort parce qu'effectivement, c'était une première, que nous étions tous partis confondus autour de la salle pour justement entendre ces professionnels. Ces professionnels qui nous ont raconté leur quotidien. Un quotidien qui est extrêmement difficile, qu'on connaît les uns et les autres, parce que dans nos territoires, on connaît bien l'hôpital public, on connaît bien ces professionnels de santé. Et on voit bien que la situation se dégrade depuis quelques années. Moi, je dis que ce gouvernement, il a eu cet héritage. Mais comme disait tout à l'heure le président de la République, il connaît le problème. Ils n'ont peut-être pas finalement mesuré à quel point le problème était énorme, et que la santé pour les Français, c'est un sujet du quotidien et c'est un sujet qui leur tient à cœur. Donc ces professionnels nous ont fait part de leur malaise, de leurs difficultés au quotidien pour exercer d'une manière forte leur profession, leurs compétences, mais surtout assurer la qualité et la permanence des soins. Et aussi, ils ont l'impression de ne pas être entendus par ce gouvernement, c'est ce qu'ils vous disent ? Mais oui, ils ont l'impression de ne pas être entendus. Et surtout, on leur annonce, pour les urgences par exemple, en juin, en septembre, la ministre est venue devant eux pour leur exprimer comment dirais-je, sa prise en compte du problème, avec des mesures fortes, des budgets aussi. Mais on voit bien que ça ne suffit pas. Déjà. Ça ne suffit pas. Mais un plan finalement dans lequel on n'arrive pas à s'y retrouver, parce que c'est 750 millions d'euros sur 3 ans. Où sont-ils?
avec quel poste. On voit bien que les problèmes sont ailleurs. C'est tout l'ensemble de notre système de santé qui est à revoir. Alors moi, je ne dis pas que ce gouvernement n'a rien fait, bien au contraire, sur l'accès aux soins. Mais ce sont des réponses qui vont demander du temps à moyen et court terme, parce que nous manquons de professionnels, pas seulement de médecins, mais on voit bien qu'on manque d'infirmiers, on manque d'aides-soignants, parce que ces métiers ne font plus rêver. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment déjà sur les budgets. Il faut montrer une intention forte. Et je pense que le président, c'est ce qu'il a voulu dire dans ses propos. Une intention forte, ça veut dire peut-être finalement prendre la dette des hôpitaux, qui s'élève quand même à 30 milliards d'euros. Parce que c'est lourd à porter une dette. Donc, pour vous, l'État doit reprendre la dette? Écoutez, en tout cas, c'est une piste, parce que ça permettra de donner un souffle aux hôpitaux. Alors, une piste fermée à l'heure actuelle par Bercy, en tout cas. Oui, mais Bercy, moi j'entends bien que Bercy soit attentif aux finances, mais je crois qu'il faut aussi qu'ils entendent que, comme je le disais tout à l'heure, la santé, c'est un sujet qui est au cœur de notre pacte républicain. Et on doit assurer la qualité des soins partout sur le territoire avec Donc pour vous, la le même priorité, effort. mercredi, ça doit être de débloquer une enveloppe financière conséquente. Quel montant à peu près pour les hôpitaux? Écoutez, nous aurions dû discuter des objectifs nationaux de dépenses de l'assurance maladie. Il était prévu 2,1 dont d'âme pour l'année 2020. Nous avons dit dans la bouche de notre rapporteur général, Jean-Marie Vanlerenberghe, que ce n'était pas possible. Il voulait pousser à 2,3. C'était de toute façon très modeste, parce que ça correspond à 250 millions d'euros. Moi, je pense qu'il faut aller vers les 4. De toute façon, on a besoin aujourd'hui de redonner du souffle à l'hôpital. Alors, il y a l'organisation, il y a, comment dirais-je, la gouvernance aussi dans l'hôpital. Parce qu'aujourd'hui, on voit que la gouvernance, elle est uniquement financière, alors qu'on est sur de l'humain et qu'il faut donner davantage de proximité et de réalité au métier du sanitaire et du médico-social. Et c'est aussi une question pour les territoires. On parle beaucoup de cette fracture territoriale. Dimanche, il y aura les 1 an des Gilets jaunes. Est-ce que pour vous, ces questions de santé, d'hôpitaux publics, c'est aussi une question de fracture territoriale? Ah, mais c'est revenu dans le grand débat partout en France. La santé, je vous dis, c'est le cœur de notre pacte républicain, et c'est surtout une réponse qu'on attend au quotidien. Les familles pour leurs enfants, pour les personnes âgées. En fait, on a une réalité sur le terrain qui est très dégradée, et donc il faut agir. Et je pense que ce gouvernement qui a commencé à faire des réformes sur la santé doit poursuivre, mais doit montrer à l'hôpital qu'il compte justement sur cette question de service public, de fracture force. territoriale, est-ce que vous diriez qu'Emmanuel Macron n'a pas tiré les leçons de ce mouvement des Gilets jaunes? Mais je pense que oui, il a cru y répondre à travers le grand débat, mais ce qu'il faut, c'est aujourd'hui des actes sur le terrain, et l'hôpital souffre, et on ne peut pas aujourd'hui l'ignorer. Allez, on va faire une pause dans ces questions d'actualité. Tous les jours, Elisabeth Doineau, on se rend dans une rédaction locale. Aujourd'hui, direction Strasbourg. On va retrouver nos partenaires des dernières nouvelles d'Alsace. Bonjour Emmanuel Viau. Vous êtes journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace et vous allez nous parler de Start. Je pense que c'est comme ça qu'on dit, vous me corrigez sinon. C'est le grand rendez-vous annuel de l'art contemporain à Strasbourg et ça attire les galeristes de toute la France et même des pays limitrophes, Emmanuel. Oui, Start, c'est la foire européenne d'art contemporain et de design de Strasbourg. Elle existe depuis 24 ans et dans le monde de l'art contemporain en France, elle a su se faire sa petite place. On s'entend, c'est pas là qu'on va trouver les grands noms de l'art contemporain aujourd'hui, mais quand même, il y a du Combas, du Viala, du Debré, du Hartung, c'est quand même du bon niveau en art moderne et contemporain. On y trouve surtout de la peinture, par contre, alors peu d'installations vidéo ou de sculptures, par exemple, parce qu'ici, l'objectif, c'est de vendre des pièces à des collectionneurs privés plutôt qu'à des institutions. Alors, il faut pouvoir installer sans trop de peine sa nouvelle acquisition dans son salon. On trouvera donc à partir de ce vendredi et jusqu'à dimanche au Parc Expo Strasbourg 76 galeristes qui viennent de partout en France, par exemple de Paris, mais aussi d'Italie, de Belgique, d'Allemagne, en phase avec donc la vocation européenne de Strasbourg, dont on se plaît toujours ici à rappeler qu'elle est capitale de l'Europe. Alors, petit problème quand même, les principales galeries strasbourgeoises, elles boudent l'événement. Oui, cette année, elles boudent un peu parce qu'elles en ont assez des tarifs demandés par les organisateurs, parce qu'elles préfèrent aussi parfois se rendre dans un salon concurrent, celui de Luxembourg, qui est situé pas très loin et qui monte en puissance ces dernières années. Et puis, disent aussi avoir l'impression de perdre un peu leur temps parce qu'elles trouvent que trop souvent, la foire de Strasbourg se transforme en balade du dimanche pour les badauds
Mais il y a quand même d'autres galeristes qui sont satisfaits, des Strasbourgeois pour qui, par exemple, soutenir l'événement, ça revient à soutenir la présence du marché de l'art contemporain à Strasbourg. Il y a aussi beaucoup de galeristes qui viennent d'ailleurs, qui trouvent ici un public qui ne passe pas les portes des galeristes habituellement, parce que les badauds peuvent se transformer en acheteurs et puis à terme devenir collectionneurs. Il faut dire qu'il y a ici une clientèle avertie, des chefs d'entreprise, des professions libérales en majeure partie, mais aussi un peu tout le monde qui s'intéresse à la création actuelle, pour peu qu'on en ait quand même un peu les moyens. Alors, pour ceux qui nous regardent et qui seraient intéressés, est-ce que vous pouvez nous donner une idée des prix pratiqués ? Ça va de quelques centaines d'euros à 65 000 euros, par exemple, pour un Lindström. Ça peut paraître important comme ça, mais ça reste quand même plutôt raisonnable. Dans un domaine où on peut atteindre facilement le million d'euros pour des Bacon, Chagall, Miro, qu'on retrouvera plutôt à la FIAC à Paris ou à Art Basel, par exemple, tout près d'ici, à Bâle. Alors pour cette 24e édition de Start, les organisateurs attendent, comme l'an dernier, 22 000 visiteurs sur 3 jours. C'est un chiffre en baisse par rapport aux années fastes de la foire, mais tout ça c'est un peu à l'image du monde de l'art contemporain aujourd'hui qui est confronté au vieillissement de sa clientèle de collectionneurs. Malgré tout, Start parvient à se maintenir grâce à une belle réputation et aux œuvres de qualité qui sont proposées. Et puis il faut dire que ça demeure un événement majeur de l'année culturelle à Strasbourg. Merci beaucoup Emmanuel Viaud. On va regarder la une des dernières nouvelles d'Alsace. Séisme et géothermie à l'étude. C'est à propos de ce mini-séisme qui a frappé Strasbourg, la secousse qui a frappé la région strasbourgeoise mercredi soir. Merci d'avoir été avec nous ce matin Emmanuel Viaud. Vous voulez nous réagir rapidement Elisabeth ? Eh bien écoutez, je trouve que les villes françaises font preuve d'originalité et elles se donnent finalement une identité. Et à travers l'art contemporain, on voit que Strasbourg essaye de tirer aussi l'idée qu'il faut ouvrir l'art contemporain à toutes les générations. Et on peut vous faire des reproches par rapport à ceux qui sont les grands noms des acheteurs, mais je crois qu'il faut ouvrir l'art contemporain à la ville et finalement aux enfants, aux entreprises. L'art contemporain ne doit pas rester à marché, voyez, fermé. Merci beaucoup, merci Emmanuel Viaud d'avoir été avec nous ce matin. Elisabeth Donon, on va passer à la revue de presse de votre département, c'est la Mayenne. Et le retour de Quentin Calmet. Quentin, on commence avec Ouest France. Voilà, je voulais vous montrer tout d'abord la une du journal Ouest France aujourd'hui. Elle est consacrée aux étudiants, mais ce qui nous intéresse donc, c'est sur westfrance.fr, un article consacré à la Mayenne, car il y avait ce grand mouvement de mobilisation hier des personnels hospitaliers et également, on le sait peut-être un peu moins, celle des salariés des centres des finances publiques, comme ici à Château-Gontier. Ils étaient en grève pour dénoncer les fermetures des centres. L'article mentionne le fait qu'il y a 2 centres qui vont fermer tous les ans jusqu'en 2022. Et ça, forcément, ça fait très peur aux salariés de ces centres qui ne croient pas aux maisons France Service. Ils le disent dans l'article sur westfrance.fr. Et d'ailleurs, dans l'article aussi, ils notent l'absence de soutien des élus locaux sur cette question. Et ça, peut-être que ça va vous faire réagir à Madame Doineau, parce qu'ils le disent très clairement. Regardez, c'est là dans l'article. Oui, alors moi je vous parlerai de mutabilité du service public. Je pense que les choses évoluent. Expliquez-nous. Alors je pense qu'aujourd'hui les choses évoluent. En fait, on pense souvent dans les valeurs du service public, à la gratuité, à l'universalité. Mais la mutabilité, c'est aussi une valeur. C'est-à-dire une valeur où on se transforme de façon contemporaine avec le besoin réel du moment. Et je pense que c'est vrai qu'au niveau des finances publiques, tout change très vite actuellement. D'abord, le numérique qui prend une place importante. Oui, d'ailleurs, il y a les vidéoconférences qui sont dans les maisons France Service. Oui, alors ça, c'est un autre sujet. Mais je voudrais dire que dans la pratique du quotidien, pour les agents du service public, c'est vrai qu'ils ont aussi à se mettre à jour sur ce plan-là. Et c'est compliqué. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour ce personnel. Mais il y a aussi le fait que la taxe d'habitation, par exemple, est supprimée petit à petit. Et donc, on n'aura plus le même rapport à la population. Donc, il faut effectivement se projeter dans cet avenir. Et là, je dis, il faut anticiper à quoi sert d'avoir des bureaux un peu partout s'ils ne sont plus utilisés pour la même forme, je dirais, qui est attendue par le public. Alors, c'est vrai que ce n'est pas facile pour les agents, mais en réalité, moi, je pense qu'il faut s'adapter et proposer une nouvelle forme de lien avec aussi bien les collectivités qu'avec finalement la population. Et dans cette revue de presse, on enchaîne, Quentin, avec une visite, celle d'Arnaud Montebourg en Mayenne. Mais pourquoi
Pourquoi donc Arnaud Montebourg était en Mayenne? Voilà, on a parlé de Ouest France, on va revoir la une qui était donc consacrée aux étudiants. Et donc autre sujet, effectivement avec cette visite hier d'Arnaud Montebourg pour parler biodiversité et défense des abeilles, de la préservation des abeilles, le chantre du Made in France dont on se souvient. Il était invité par la jeune chambre économique afin de sensibiliser les citoyens à la préservation des abeilles. Et je ne sais pas si vous mangez du miel au petit déjeuner ou avec vos tartines, mais il y a des propos très intéressants dans cet article. Il faut le savoir, si vous achetez un miel bon marché, forcément ce n'est pas un miel français, c'est un miel avec du sirop à l'intérieur, car le kilo de miel français se vend entre 12 et 15 euros minimum, alors que le miel étranger, quand il s'agit bien de miel, il peut se vendre dans les 5 euros le kilo. Préférez les miels locaux, nous dit le Courrier de Mayenne. Certes, ils ont un coût, mais ils ne sont pas fabriqués avec du sirop. Voilà, merci pour le message. Vous mangez du miel, vous, Quentin, au petit déjeuner? Oui, pour la gorge. Voilà, ça va vous faire du bien. Et vous aussi, tout le monde mange du miel autour de cette table. Elisabeth Denot, on revient aux questions d'actualité. Cette réforme des retraites, Édouard Philippe était hier à Pau. Il a dit qu'il allait recevoir les partenaires sociaux dans des rencontres bilatérales le 25 novembre. Qu'est-ce que c'est pour vous, une opération de déminage ? Sans doute, parce qu'on a vu que les derniers propos du haut-commissaire, M. Delevoye, avaient, comment dirais-je, choqué le gouvernement, en tout cas le Premier ministre apparemment. Il y a eu une séance d'ailleurs hier soir, puisque le Premier ministre a demandé à Jean-Paul Delevoye de faire 300 réunions d'ici quelques semaines. Et on a vu ce moment où justement l'un et l'autre se déclarent leur amitié. Et donc on voit bien que oui, mais c'est quoi pour vous? C'est pour effacer des couacs, pour effacer des divergences, ou vous pensez? Oui, je crois. En réalité, ils ont peur effectivement de la réaction de la rue, et donc on essaye de calmer, on essaye d'informer, d'expliquer cette réforme qui d'ailleurs aujourd'hui, on le voit bien, n'a pas totalement sa forme définitive, parce que quand Jean-Paul Delevoye annonce voilà que les choses seront de telle façon, le gouvernement dit attention, non, nous on n'est pas finalement sur cette version-là. Mais vous nous disiez sur l'hôpital, attention, il répond à la rue. Est-ce que là, la rue peut le faire reculer, vous pensez, sur cette réforme des retraites? Bien, écoutez, je pense que Emmanuel Macron a été traumatisé par les Gilets jaunes. Et sa réponse a été bonne. C'est-à-dire du grand débat aux réunions locales. Tout ça, ça a apporté beaucoup de sens à son action. Mais après, qu'est-ce qu'on fait, quoi? On voit bien que dans ce gouvernement, il y a des hésitations. Et pour l'hôpital, c'était une hésitation qui était de trop. Et donc là, je pense que sur les retraites, il va falloir faire preuve d'extrêmement de douceur, je dirais presque, parce que... Faire quoi, de la calinothérapie? Mais parce que finalement, chacun se dit, mais comment moi, je vais être traité? Voilà, j'ai commencé à travailler à telle époque, je finirai à telle autre, et quelle sera ma retraite? Et on voit bien qu'on a un problème démographique dans ce pays, parce qu'il y a de moins en moins d'actifs, et il y a de plus en plus de retraités. Mais donc, pour vous, cette réforme, il faut la faire? C'est la bonne réforme? Mais oui, enfin, je pense que c'est la bonne. On verra définitivement le texte. Mais il faut faire une réforme, effectivement, parce que tant qu'on laisse les Français dans le doute, et pire c'est. Je dirais que la France souffre surtout de ses non-choix. Parce que quand on fait un choix, on ne fait pas plaisir à tout le monde. Mais voyez, les non-choix, c'est pire que tout parce qu'on a tout le monde sur le dos. Et c'est ce qui se passe pour l'hôpital. Merci beaucoup. Merci Elisabeth Denot d'avoir été avec nous ce matin. Dans 2 minutes, l'invité politique, c'est Nathalie Loiseau, députée européenne dans le groupe Renaissance. C'est le groupe où siègent les députés de la majorité présidentielle. Mais d'abord, on va regarder un extrait de Hashtag. C'est l'émission qui décrypte la com sur les réseaux sociaux. Cette semaine, retour sur ce premier anniversaire du mouvement des Gilets jaunes. Les leaders de la contestation qui enflammaient la toile avec leurs posts et leurs tweets semblent aujourd'hui en retrait. Et 1 an après sa vidéo coup de gueule, eh bien, Jacqueline Mouraud tire les leçons amères de son engagement et dénonce la violence sur les réseaux sociaux. On regarde cet extrait. J'ai 2 petits mots à dire à M. Macron et son gouvernement. Quand est-ce que ça va se terminer, la traque aux conducteurs que vous avez mis en place depuis que vous êtes là? Parce que là, on atteint des sommets. Cette vidéo a été un détonateur. Pourquoi? Avec quel impact? Je vous propose d'écouter l'analyse de Jacqueline Mouraud herself dans le smartphone d'Isabelle Pincé et de Louis-Marie Lebéon. Tout mon malheur
à la suite de cette vidéo que j'ai faite, est venu de gilets jaunes. Tout mon problème de sécurité actuel ne vient que de gilets jaunes, radicalisés. Donc continuez. Hein, honnêtement, je m'en fous de ce que vous pensez parce que vous n'avez pas de proposition. Et là, c'est la première fois que je m'adresse à eux. Vous n'avez pas de proposition. Si vous n'avez que des menaces à mon encontre, eh bien, ça ne va pas aller bien loin parce que c'est tellement facile de faire des menaces derrière un ordinateur ou sur son téléphone. Évidemment, il n'y a aucun engagement. Mais alors, mettez-vous à faire ce que je fais. Engagez-vous. Vous verrez que les menaces de mort, vous allez en recevoir, mais en veux-tu, en voilà. Et vous allez voir comment votre vie va changer. Alors elle parle des violences, elle, et de manière très très directe. Hein. Et vous ne me ferez pas taire, dit-elle. Enfin, cette analyse sur la violence, elle vous inspire quoi? Elle parle de ce qu'elle a vécu, puisqu'elle a été une des premières à se faire progressivement mettre à l'écart. Mais tous ceux qui se réclamaient d'une ligne plus modérée, plus encline à la discussion, type Ingrid Levavasseur, eh bien, se sont vus à leur tour menacés et violentés. Ça a été beaucoup commenté, cet aspect effectivement des violences. La question qu'on peut se poser avec un peu de recul, c'est est-ce que cette violence, elle était inhérente au mouvement, ou est-ce que c'est aussi cette violence des réseaux sociaux où les gens, comme elle le dit, hein, derrière votre clavier, voilà, qui balançaient des insultes, des menaces, c'est ça aussi? Je vais faire une réponse de Normand, les deux. Les deux, évidemment, il y a une vraie violence qui existe dans la société. Je pense que vous ne me démontrez pas, vous connaissez mieux que moi. Et les réseaux sociaux servent vraiment d'amplificateurs à ce niveau-là. Et puis après, il y avait la cristallisation sur les revendications, mais aussi la haine contre Emmanuel Macron. Et notre invitée politique ce matin, c'est Nathalie Loiseau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne dans le groupe Renaissance. Alors, c'est le groupe où siègent les députés de La République En Marche au Parlement européen. Et vous êtes également ancienne ministre des Affaires étrangères. Merci d'être avec nous. Européenne. Des Affaires européennes. Allez, modestement. Mais oui, des Affaires européennes. Au ministère. Bref, vous êtes avec nous pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Fabrice Besséredon. Bonjour Fabrice. Bonjour Oriane. Du groupe Bonjour, EBRA, madame. les journaux régionaux de l'Est de la France. On va parler évidemment de l'Union européenne avec vous, Nathalie Loiseau. La candidature de Thierry Breton validée hier par le Parlement européen. Il sera donc le prochain commissaire français. Vous avez poussé un ouf de soulagement? Non, d'abord bravo à lui. Il a fait une très belle audition. Il a vraiment convaincu parce qu'il était convaincant, parce qu'il était passionné. Et c'est pas un ouf de soulagement, c'est la satisfaction de voir une figure qui compte, une expérience vraiment assez unique. Il n'y a pas quand même un peu d'inquiétude dans les rangs français? Alors, d'abord, je termine ce que je voulais dire, à la tête d'un portefeuille, comme on dit, donc avec des compétences très larges. Le commissaire français se voit confier ce qu'on appelle le marché intérieur, la politique industrielle, le numérique, mais aussi l'industrie de défense, l'espace, l'audiovisuel, la culture. C'est formidable. Bravo à lui, il a été convaincant. De l'inquiétude, non. Mais rien n'est jamais acquis parce que c'est un vrai Parlement qui a besoin d'être convaincu. Dans quel autre pays de l'Union européenne, ceux qu'on peut apparenter à des ministres viendraient devant le Parlement pour être confirmés et prendraient le risque de ne pas l'être? Eh bien, c'est un vrai Parlement. 3 heures d'audition, 25 questions, ça n'est pas une formalité. Et si Thierry Breton a été confirmé hier, c'est parce qu'il avait le talent d'être confirmé. Nathalie Loiseau, est-ce que vous êtes satisfaite que ce soit un homme de droite qui ait ce poste à Bruxelles aujourd'hui? Je ne sais pas ce que c'est qu'un homme de droite. Je sais que c'est quelqu'un qui a été proposé par Emmanuel Macron. C'est un vrai choix. Qui partage les convictions d'Emmanuel Macron sur l'Europe. Heureusement qu'il y a des hommes et des femmes compétents qui, depuis un peu plus de 2 ans, ont rallié Emmanuel Macron. Moi, je viens du centre droit, je ne m'en cache pas. J'ai été proche d'Alain Juppé, je suis d'ailleurs toujours à titre personnel, pendant des années. Je ne me suis pas reconnue dans la droite telle qu'elle est devenue, dans les Républicains tels qu'ils sont devenus. Je vais vous donner un exemple. Hier, au Parlement européen, on a voté, parce qu'il y a un projet de loi en Pologne qui criminalise l'éducation sexuelle des mineurs, qui prévoit qu'un professeur qui ferait de l'éducation sexuelle à des élèves risquerait 3 ans de prison. Je ne sais pas si vous imaginez le recul, l'archaïsme de ce projet de loi. La condamnation de ce projet de loi s'est faite au Parlement européen à une très très large majorité, et c'est heureux. Monsieur Bellamy a voté tous les amendements de l'extrême droite pour diluer le texte.
M. Bellamy ne voit pas où est le problème à condamner des professeurs qui enseignent l'éducation sexuelle en Pologne. Moi, cette droite-là, je suis désolée, je ne m'y reconnais pas du tout. Je suis loin d'être la seule. Et donc, vous me dites, Thierry Breton, homme de droite, la question n'est pas là. Il y a des gens qui veulent faire avancer l'Europe, qui veulent faire avancer la France. Mais qu'est-ce que vous voulez dire sur François-Xavier Bellamy, qui était la tête de liste des Républicains à cette élection, qui est donc député européen des Républicains, qui ne Il a des convictions qui sont quand même très, très éloignées d'une très grande partie du centre-droit. Et c'est éloigné du centre-droit, ça veut dire qu'il se rapproche de l'extrême droite? Alors, en tout cas, hier, il a voté comme l'extrême droite. Je ne dis pas que ça se rapproche de l'extrême droite. Ce texte dont je vous parle, par exemple, nous considérions qu'il n'était pas possible de limiter l'éducation sexuelle à l'accord explicite des parents. Monsieur Bellamy pense que si. Mais il n'y a pas que l'extrême droite qui pense comme ça, les islamistes aussi pensent comme ça. C'est une bataille, les islamistes pensent comme ça. C'est une bataille entre les conservateurs et les réformateurs? C'est une bataille entre, j'allais dire, je sais pas, j'appelle pas ça les conservateurs, c'est les archaïques. C'est ceux qui veulent nous faire revenir en arrière. Vous dites que François-Xavier Bellamy est dans le camp des archaïques. Écoutez, en tout cas, il a fait ce choix hier, qui n'était pas celui de son groupe politique, et je crois qu'il n'était pas non plus celui d'autres élus des Républicains derrière lui. C'est quand même très troublant. Je reviens à votre question de départ. Thierry Breton vient du centre droit, je viens du centre droit. En Marche, Renaissance, nous avons su rassembler des gens qui veulent faire avancer et l'Europe et la France. Ça permet de tourner la page de l'épisode Goulard, qui a été quand même un épisode douloureux pour vous, j'imagine. Écoutez, c'est pour elle que ça a été un épisode douloureux. Et un peu pour la France, aussi, quand même. Ça n'a pas laissé des traces sur l'influence de la France? Écoutez, preuve que non, puisque Thierry Breton, largement confirmé hier, largement, une vraie estime, quelque chose s'est passé pendant cette audition. Est-ce que là, pour le coup, vous dites merci le PPE? La question n'est pas... on n'est pas dans l'arrière-cuisine, on n'est pas en train de se dire « tu me prends celui-là, je te prends celui-là ». Au même moment, hier... Sauf que quand le Parlement ne veut pas d'un candidat, il ne veut pas d'un candidat. Ça a été le cas sur l'affaire Goulard. Bien sûr. Et hier, un candidat PPE, donc de droite, je simplifie parce que tous les téléspectateurs ne savent pas ce que c'est que le PPE, et je l'ai compris. Un candidat hongrois qui candidate pour être commissaire en charge du voisinage, donc de tous les pays voisins de l'Union européenne, et de l'élargissement. Nous lui avons demandé de nous convaincre davantage sur des questions de droits de l'homme, d'état de droit. Est-ce qu'il saura se distancer de Viktor Orban et des amitiés un peu troublantes de M. Orban avec la Turquie de M. Erdogan, avec M. Poutine? Eh bien, ce candidat, il était PPE. Il n'y a pas eu de petits arrangements d'arrière-cuisine pour dire « tu me prends breton, je te prends ton hongrois ». On a écouté le hongrois, il ne nous a pas convaincus, on l'a dit. Allez, on va avancer. L'Union européenne qui a lancé hier une procédure contre le Royaume-Uni pour ne pas avoir nommé de commissaire. Justement, est-ce que le Royaume-Uni est en train de paralyser l'Union européenne? Non. Alors, ce sera au Conseil, donc au chef d'État et de gouvernement, de décider si on démarre quand même si les Britanniques ne sont pas prêts. J'espère qu'ils vont prendre cette décision. Il est hors de question d'attendre pour démarrer, alors que les électeurs se sont rendus en masse aux élections européennes, qu'ils ont des attentes fortes par rapport à nous, d'attendre parce que Boris Johnson trouve un prétexte de plus pour ne pas faire ce qu'il finira par faire, parce qu'on a vu depuis le début qu'en général, il affirme quelque chose, puis qu'après, il fait le contraire. Donc vous direz qu'il finira par nommer ce commissaire de toute façon? Il finira par nommer un commissaire de toute façon, et s'il est consistant, s'il est cohérent, il ira vers un Brexit. Et donc ce commissaire sera là pour peu de temps. On ne va pas s'arrêter à ça. On a beaucoup de choses à faire. Il faut en sortir. Le monde avance. Ce que vous dites, il faut en sortir de cette histoire. Alors, sur le Brexit, autre chose. Oui, il faut en sortir. Il faut que les Britanniques se décident. On a un Parlement britannique, j'espère que le Parlement européen ne lui ressemblera pas, qui sait toujours dire contre quoi il est, mais jamais en faveur de quoi il se prononce. Il n'y a pas eu de majorité. C'est pour ça que c'est très bien qu'il y ait des élections générales en décembre au Royaume-Uni. J'espère qu'il y aura une majorité. Ça va permettre de sortir de la crise pour vous, ces élections? J'espère. Après, je continue à penser que le Brexit est une erreur fatale pour le Royaume-Uni, qu'il n'y a pas de bon Brexit, que le Royaume-Uni va s'isoler, va s'affaiblir sur une scène internationale. Fatal, pour vous c'est fatal? Écoutez, dans un moment où les grands acteurs, ce sont les États-Unis, la Russie, la Chine, les grands émergents, les GAFA, donc les géants du numérique, c'est unis ensemble qu'on peut arriver à peser, sûrement pas isolés. C'est le moment où le Royaume-Uni fait le choix de l'isolement. Je le regrette profondément, et pour eux, et pour l'Union européenne. Je continue à soutenir tous ceux qui disent... Vous dites qu'il faut en sortir, ça veut dire qu'il vaut mieux en sortir vite, quitte à en sortir sans accord? Non, tout a été fait
il y a un très bon accord. Et d'ailleurs, Boris Johnson lui-même, dans ses retournements dont on est maintenant coutumier, qui avait dit « je n'ai pas peur d'une absence d'accord », maintenant il fait campagne en disant « votez pour moi parce que je ne sortirai pas sans accord ». Tiens. Évidemment, une absence d'accord pour le Royaume-Uni, là pour le coup, c'est le saut à l'élastique sans élastique. Pour l'Union européenne aussi ? Beaucoup plus pour le Royaume-Uni, mais ça n'est bon pour personne. Donc Michel Barnier a fait un travail formidable. Les 27 États membres de l'Union européenne ont réussi à la fois à respecter les souhaits du peuple britannique et à rester unis entre eux. Pour ceux qui disent en permanence que l'Union européenne, c'est la crise, etc., chapeau bas à tout le monde. L'accord, il est là. Il est ce qu'on peut faire de moins mal. Je ne vais pas dire ce qu'on peut faire de mieux, parce qu'il n'y a pas de bon Brexit. Allez, J'ai une question. Michel Barnier, que vous évoquiez à l'instant, qui est une vraie star à Bruxelles. Ouais. Enfin, il a fait un travail effectivement important. Pas de regret qu'il ne soit pas dans cette commission? Écoutez, il a un travail considérable devant lui et pour de très nombreuses années. C'est lui qui va tricoter la relation future avec le Royaume-Uni. Mais il aurait pu être un très bon commissaire européen. Mais écoutez, c'est presque mieux, ou en tout cas, c'est un portefeuille au moins aussi important que celui d'un commissaire. Et si vous voulez, ma conviction, il n'en a pas pour un mandat de 5 ans, il en a pour 10 ans, Michel Barnier. Allez, on va parler de l'OTAN. Emmanuel Macron qui a dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Il a notamment déploré l'attitude de la Turquie en Syrie. Le président turc Erdogan qui juge ses propos inacceptables. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, ce qui est inacceptable, c'est qu'un membre de l'OTAN, la Turquie, déclenche une offensive militaire dans le nord-est de la Syrie contre nos alliés, contre les Kurdes qui nous ont aidés à lutter contre Daesh, contre ceux qui sont allés chercher les responsables de la tuerie du Bataclan. Et en faisant cette offensive, sans nous prévenir, sans se coordonner, pour des raisons de politique intérieure turque, M. Erdogan met en danger la sécurité de l'Europe. Il n'est pas acceptable qu'un allié au sein de l'OTAN se comporte de cette manière. C'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron est sorti fortement pour dire que la prochaine réunion de l'OTAN à Londres devait être une réunion où on se posait des questions de savoir ce que c'est que l'Alliance, ce que sont ses objectifs politiques et comment on travaille ensemble. Et sur la Turquie, est-ce que c'est encore un allié aujourd'hui, la Turquie, en tout cas un allié fiable? Alors, la Turquie, on travaille avec un voisin de l'Union européenne. C'est un voisin, mais plus un allié? Un pays qui a à peu près 100 millions d'habitants, parmi lesquels beaucoup de gens qui sont pro-européens, qui ne sont pas au pouvoir aujourd'hui, mais beaucoup de gens qui sont pro-européens, il ne faut jamais l'oublier. Donc c'est un partenaire stratégique, mais aujourd'hui il s'est comporté d'une manière qui n'est pas acceptable. Ce n'est pas la seule. Dans le même temps, la Turquie envoie des bateaux pour forer dans les eaux de la zone économique exclusive de Chypre, un État membre de l'Union européenne, sans respecter le droit international, sans respecter la souveraineté de Chypre. On ne peut pas rester sans réaction. D'ailleurs, l'Union européenne a décidé lundi des sanctions contre la Turquie. Donc non, la relation ne va pas bien. En tout état de cause, toute idée d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne est impraticable parce qu'aujourd'hui, le régime turc a choisi des choix politiques qui sont aux antipodes des valeurs de l'Union européenne. Nathalie Loiseau, en matière de défense, on évoquait la question de l'OTAN à l'instant, qui est une vieille question, mais il faut avancer avec l'OTAN ou il faut que l'Europe avance sur sa défense? C'est pas ou. Il faut qu'il y ait une Europe de la défense forte, pertinente, crédible. Et on en est encore loin. Regardez, dans les budgets de dépenses en matière de défense, si vous additionnez tous les budgets nationaux des pays de l'Union européenne, on est le deuxième ensemble mondial derrière les États-Unis. Est-ce qu'on est la deuxième puissance militaire? Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on s'est dispersé. On a 17 types de chars différents, là où les Américains en ont un seul. Mais aussi parce que depuis 50 ans, les Européens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une défense commune. Mais c'est en train de changer. Et ça fait 2 ans que c'est en train de changer. Ah oui. Et je suis ravie que Thierry Breton soit commissaire, notamment sur les industries de défense, parce qu'on s'est mis d'accord entre Européens sur un fonds européen de défense. Pendant très longtemps, nos prédécesseurs disaient « c'est pas possible, c'est pas dans les traités ». Puis quand on s'est aperçu que c'était indispensable, parce qu'il y a la Russie à nos portes, parce qu'il y a la Chine, parce qu'il y a des acteurs aujourd'hui dont certains ne respectent pas les règles du jeu, d'un seul coup c'est devenu possible. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent c'est une atteinte à la souveraineté nationale?
Mais pas du tout, c'est un renforcement de la souveraineté nationale. Qu'est-ce que ça veut dire la souveraineté nationale si on reste divisé? Comment est-ce qu'on est en mesure de lutter contre le djihadisme au Sahel, dont on voit qu'il gagne du terrain? Ça a été le Mali, ça a été le Niger, aujourd'hui c'est le Burkina Faso. La France seule ne peut pas tout faire, ne peut pas être le gendarme de l'Afrique pour lutter contre le djihadisme. Et aujourd'hui, la France n'est plus seule. Les Allemands, mais aussi les Tchèques, mais aussi les Estoniens sont avec nous. Il y a du matériel britannique qui est au Sahel. Donc on est en train de progresser plus vite en 2 ans qu'en 60 ans. Il était temps et il faut encore accélérer parce que on est des partenaires de l'OTAN, on croit à l'OTAN si l'OTAN croit à elle-même, mais il y a aussi des moments, des préoccupations, des urgences qui ne sont pas celles de l'OTAN, qui sont celles de l'Europe. Il faut être capable de les prendre en charge nous-mêmes. On parlait de l'adhésion de la Turquie tout à l'heure. Quelle est votre position sur l'élargissement à l'Albanie et à la Macédoine du Nord? Est-ce que, comme Emmanuel Macron, vous y êtes opposé? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces pays ne sont pas prêts, l'Union européenne n'est pas prête, et les procédures qui ont été mises en place pour l'élargissement ne sont plus adaptées. Ça veut dire quand même que l'Europe doit continuer à s'élargir. Ça veut dire, alors, les Balkans, regardez une carte, géographiquement, c'est au cœur de l'Europe. Historiquement, culturellement, c'est au cœur de l'Europe. On ne peut pas faire comme si les Balkans n'existaient pas. Ça veut dire pour vous, c'est une question de temps. Vous ne dites pas non à l'élargissement, mais c'est juste pas le bon. C'est une question de volonté politique des acteurs sur le terrain. Il faut qu'il y ait une volonté beaucoup plus ferme de lutter contre les démons des Balkans. D'abord, les démons en matière de conflits, dont certains ne sont pas réglés, mais aussi en matière de criminalité organisée, en matière de corruption, en matière d'état de droit. On ne devient pas membre de l'Union européenne simplement parce qu'on en a envie. Et ceux qui sont devenus membres auparavant ont fait les efforts nécessaires. Mais qu'on soit bien clair, vous ne fermez pas la porte à cet élargissement, à l'élargissement à ces pays. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde où, si l'Union européenne n'est pas là dans les Balkans, d'autres y seront. Et d'ailleurs, d'autres y sont déjà. La Chine, la Russie, la Turquie, le Qatar. Donc décider qu'on ne travaille pas avec les pays des Balkans, c'est absurde. Ensuite, est-ce que l'élargissement, c'est toujours le bon instrument? Et est-ce qu'il faut le faire comme on l'a fait jusqu'à maintenant? Moi, il y a une chose qui me choque profondément. Dans la manière dont on a élargi, avec beaucoup de naïveté et beaucoup de bureaucratie en même temps. C'est-à-dire le pire des 2 mondes que l'Union européenne a été capable de produire pendant des décennies. Qu'est-ce qu'on faisait sur l'élargissement? Avant même d'avoir des exigences en matière de gouvernance des pays candidats, on libéralisait les visas. C'est ce qui s'est passé avec l'Albanie. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de visa quand vous êtes albanais pour venir en France. Résultat, le 2e chiffre de demandeurs d'asile en France l'année dernière, ce sont des Albanais. Ça n'est pas normal. C'est une filière d'immigration clandestine organisée par des mafias. C'est pas comme ça qu'il faut faire. La liberté de circulation des personnes sans rien d'autre, mais c'est le monde à l'envers, on marche sur la tête. C'est pour ça que je vous disais, la procédure d'élargissement, il faut aussi la revoir de fond en comble. Le président de la République français veut une relance de l'Europe. Oui. Et ça n'avance pas? Bien sûr que ça avance. Qu'est-ce qui bloque? Bien sûr que ça avance. On a avancé énormément en 2 ans. J'ai eu le bonheur de travailler au gouvernement, les travailleurs détachés. Tout le monde nous avait dit, vous n'arriverez pas à rendre le régime plus juste, plus égalitaire. Vous n'arriverez pas à mettre en place votre idée de à travail égal, salaire égal sur le même lieu de travail. En 1 an, on y est arrivé. Avec les pays de l'Est. Pas tous, mais suffisamment pour que ça passe. Les universités européennes, on en avait parlé, le président en avait parlé à la Sorbonne, en disant on doit pouvoir faire un cursus à travers l'Europe avec un diplôme reconnu par tous. Tout le monde l'a pris pour un doux rêveur. C'est fait. Le budget de la zone euro, on nous a expliqué doctement, tous les commentateurs, que jamais l'Allemagne ne voudrait. Alors c'est vrai, ça a mis du temps de la convaincre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le projet de budget de la zone euro, il n'est pas suffisant. Mais c'est un début. C'est un pied dans la porte. Donc on convainc. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec tout le monde. Moi, au Parlement européen, avec tous les groupes politiques, avec tous les pays. Il n'y a pas les grands pays d'un côté, les petits pays de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a pas de grands pays en Europe. Pas même la France. Il y a les petits pays et ceux qui n'ont pas encore compris qu'ils étaient petits et qui feraient bien de se réveiller. Dernière question sur l'Union européenne. Quand on voit les résultats des élections régionales, notamment en Allemagne, notamment en Espagne, avec une poussée de l'extrême droite, est-ce que finalement Emmanuel Macron n'a pas échoué à faire émerger ce camp des progressistes contre ces extrêmes-là? Alors d'abord, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas entendu?
quand nous avons dit, attention, en Europe, aujourd'hui, le clivage et le danger, c'est ce clivage entre les progressistes et les populistes. On nous a dit, vous exagérez, vous installez match, ça vous arrange, etc. Mais ce qu'on voit, on le voit partout, c'est cette poussée d'extrême droite, parce que des peurs sont attisées, parce que souvent la réponse européenne est trop lente, parce que beaucoup de gouvernements sont des gouvernements de coalition qui, du coup, s'annihilent eux-mêmes. Donc ce danger, il est là. On ne l'a pas inventé, ça ne nous fait pas plaisir, mais beaucoup trop de partis traditionnels refusaient de le nommer, refusaient de le voir. Maintenant, on se réveille en disant « Ah, c'est terrible, ils sont partout. » Ah oui, ils sont partout. Mais nous, ce que nous voulons, c'est les combattre. Et c'est gagner. Et gagner, c'est répondre aux intérêts, aux priorités, aux inquiétudes des peuples européens. Pas avec les réponses simplistes des populistes qui, dès qu'ils sont au pouvoir, en général, perdent pied. Regardez Salvini en Italie, regardez les Brexiteurs au Royaume-Uni, des promesses faciles, et puis quand il faut les mettre en œuvre, il n'y a plus personne. Et en général, ça échoue. Il n'y a pas de réponse simple à des problèmes compliqués, mais il faut de l'énergie, il faut de la volonté politique, il faut de la détermination. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, en Europe, travaille avec ses alliés, tous les pays, sans division et sans exclusive. Si on transpose votre propos au contexte politique national, en accordant une interview à Valeurs Actuelles, Emmanuel Macron ne choisit-il pas son adversaire populiste, Marine Le Pen? Il y a une chose qui me frappe. Est-ce que vous vous souvenez de cette interview télévisée qu'Emmanuel Macron avait accordée à Edoui Plenel? J'ai pas entendu les mêmes tollés, la même bronca qu'au moment où il accorde une interview à Valeurs Actuelles. Il est le président de tous les Français. Il parle à tous les Français. Un magazine comme Valeurs Actuelles, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas mon genre de beauté. Pas du tout. Simplement, mais vous dites, il a eu raison de le faire. Ceux qui le lisent ont besoin d'entendre peut-être autre chose que ce qui est totalement déformé par les éditorialistes et les chroniques. Un dernier mot, juste rapidement. C'est pas une erreur politique. Un dernier mot, Nathalie Loiseau. Tout à l'heure, quand on parlait de Thierry Breton, vous nous disiez le Parlement européen s'est comporté comme un vrai Parlement. Ouais. Hier, au Sénat, le Sénat a rejeté le projet de loi de financement de la sécurité sociale, dénonçant un mépris du Parlement d'Emmanuel Macron. Est-ce que du coup, vous dites, bravo, le Sénat aussi s'est comporté comme un vrai Parlement? Écoutez, je pense que le Sénat a fait de la politique politicienne. Ah donc là, non. Non mais là, c'est pas la défense du Parlement. Non, là où je vous dis un vrai Parlement, c'est un Parlement qui prend le temps, qui se pose les bonnes questions et qui, en son âme et conscience, se dit qu'est-ce qui est bon pour l'Europe. Après, le Sénat français, il voit qu'il y a du mécontentement, de la colère, en particulier dans les hôpitaux. Et cette colère, ce mécontentement sont parfaitement justifiés. Et le président l'a reconnu. Et le gouvernement va faire des annonces. Et vous dites le Sénat fait de la politique politicienne, c'est ça? Écoutez, pendant des années, je n'ai pas vu le Sénat s'émouvoir de ce genre de sujet. D'un seul coup, parce qu'il y a une manifestation dans la rue, hop, le Sénat se souvient qu'il y a un problème. J'espère qu'on ira sur un travail de fond et pas sur un travail de posture. C'est ce qu'avait essayé de faire le Sénat, mais on verra tout ça. On n'en a plus le temps, malheureusement. Merci Nathalie Loiseau, en tout cas, d'avoir été avec nous ce matin. Merci Fabrice Vessaredon. À votre place, Nathalie Loiseau, lundi, ce sera François Barouin, le président de l'Association des maires de France, à l'occasion de l'ouverture de ce congrès des maires de France. Et tout de suite, c'est l'heure du Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des territoires. Le Club des territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Aujourd'hui avec la bande, on parlera de ce congrès des maires de France qui s'ouvre lundi et qui aura lieu toute la semaine. On verra les grands enjeux avec notamment une enquête du Cevipof. Et puis on fera le point sur cet épisode neigeux qui touche la région Auvergne-Rhône-Alpes. 1 mort et 300 000 foyers privés d'électricité à l'heure actuelle. Mais d'abord, c'est l'heure de notre reportage en région parce que l'actualité, ça se passe chez vous. Toute la semaine, vous l'avez vu, nous sommes en Moselle.
Moselle pour parler des questions de santé. On a vu hier la crise de l'hôpital aux urgences de Metz, des urgences sursaturées. Comment travailler en amont à une meilleure organisation des patients et éviter l'engorgement? C'est la question. Des solutions ont été trouvées en Moselle. Vous allez le voir, il y a un an, une communauté professionnelle territoriale de santé a été déployée dans le département. C'est un dispositif qui permet de mettre en réseau divers acteurs de la santé pour permettre une prise en charge plus efficace du patient. Et justement, eh bien, Béatrice Finzan et Michael Spitzberg se sont mis à la place de ces patients. On regarde leur reportage. Nous sommes devant les locaux de la communauté professionnelle territoriale de santé de Metz. Ici, 1600 professionnels se sont regroupés il y a un an. Présente sur l'ensemble du territoire de Metz et ses alentours, la structure couvre 68 communes. Au total, 260 000 habitants bénéficient de ce réseau de santé. Monsieur Pourchasson, vous êtes médecin et président de la CPTS de Metz et environ. Donc la CPTS, en fait, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est un regroupement de tous les réseaux de santé qui peuvent y avoir sur le territoire. Les équipes de soins primaires, les maisons de santé pluridisciplinaires avec des médecins, des kinés, des infirmières, et puis des assistantes sociales et du médico-social. L'objectif, c'est pas de les regrouper, c'est de les faire travailler mieux ensemble pour permettre de fluidifier le parcours de santé des patients, parce que le centre, c'est quand même le patient. J'imagine que ça, vous l'appliquiez déjà en tant que médecin, évidemment, un réseau, vous l'aviez. C'est l'étape d'après, puisque en fait, on modélise un peu tout ça. C'est aussi une demande en fait du gouvernement. Eh bien, c'est une demande du gouvernement, justement parce que les urgences sont débordées. Donc, on demande à la médecine ambulatoire en particulier de mieux s'organiser pour qu'il y ait moins de patients qui aillent aux urgences. Et pour cela, eh bien, on utilise les mini-réseaux qu'on avait jusqu'à maintenant, chacun dans notre secteur, et faire un grand réseau de professionnels de santé pour mieux répondre aux besoins des patients. Monsieur Pourchasson, c'est possible alors d'utiliser l'application pour prendre rendez-vous pour moi chez le médecin? Si vous avez mal à l'oreille, je vais vous trouver un ORL parce que je vais prendre mon application en tract et à partir de là, je fais un autodéclenchement et je vais appeler la permanencière, voilà, je l'appelle. J'ai donc rendez-vous avec le docteur Sophie Sigrist, dont le cabinet se trouve aux alentours de Metz, de l'autre côté de la Moselle. Voilà, regardez un peu votre oreille, puisque c'est là que ça vous fait mal depuis plusieurs jours. Docteur Sigrist, du coup, là, qu'est-ce qui se passe concrètement pour moi maintenant? Et maintenant, je vais vous faire une ordonnance. Et puis, comme c'est déjà une injection, parce que c'est une otite qui dure depuis un bout de temps, qui est compliquée et qui récidive, il va falloir que vous ayez ce médicament en injection. Et donc, je vais vous trouver une infirmière. Ici, voilà, qui va venir en visite. Il faut qu'elle me réponde dans l'heure, parce que je veux que vous puissiez être piqué dans moins de 4 heures. Donc c'est ça, la CPTS, c'est permettre aux gens comme moi qui n'ont pas forcément de médecin traitant, qui n'ont plus de médecin traitant, de ne pas se retrouver isolés et de trouver une réponse adaptée à leur mal. Oui, tout à fait. La CPTS, c'est offrir un accès aux soins à tous les patients pour qu'ils ne renoncent pas à se soigner. C'est aussi organiser le soin. Donc chez vous, ce matin, c'est juste faire une injection et trouver une infirmière. Mais ça pourrait être pour un patient plus complexe, plus fragile. Aussi avoir recours à une assistante sociale qui va venir l'aider à remplir ses papiers, faire les demandes, trouver du portage de repas, faire venir un kiné en plus. On ne peut pas, de façon isolée, continuer à travailler chacun dans son coin, avec ses petites habitudes. Ce n'est pas un modèle reproductible et c'est surtout pas un modèle qu'on va pouvoir transmettre à nos étudiants, à nos internes, qui seront ceux qui nous soigneront demain. Former les futurs médecins du territoire pour qu'ils aient le réflexe d'utiliser de plus en plus ce réseau, c'est nécessaire pour permettre un meilleur accès au système de santé à tous les patients. Voilà pour ce sujet de Béatrice Finzan et Michael Spitzberg. Clôture de cette semaine en Moselle. La semaine prochaine, on sera dans le Nord et dans le Pas-de-Calais pour suivre les maires, bien sûr, à l'occasion de l'ouverture de ce congrès des maires de France. Bonjour messieurs.
Bonjour. Merci d'être avec nous. On l'a vu dans ce reportage, les territoires qui cherchent des solutions face à la fracture médicale. On le voit dans ce reportage, différents acteurs de santé qui se mettent en réseau avec la médecin qui dit la médecine isolée, c'est plus la solution pour demain. Finalement, désormais, il va falloir travailler en réseau. Ce sont ces territoires qui s'organisent eux-mêmes pour lutter contre cette fracture médicale ? Ils y sont contraints parce que c'est une situation qui, quelque part, s'impose à eux et qui, chez eux, prend parfois une tournure assez dramatique en matière d'accès aux soins. La réalité, c'est que l'initiative, quand même, devrait revenir à l'État de trouver des solutions. Et d'ailleurs, l'État essaie de trouver des solutions, puisque la première solution que l'État propose, finalement, c'est de mettre fin au numerus clausus. Mais le problème du numerus clausus, c'est que les effets ne se feront sentir que dans quelques années. Deuxième solution, c'est notamment lors de la loi santé, qui a été votée au printemps, je crois. Il y a aussi de nouvelles missions aujourd'hui qui sont confiées, par exemple, aux pharmaciens, qui vont pouvoir, par exemple, faire des vaccinations ou parfois faire un certain nombre de diagnostics, ce qui, d'ailleurs, n'est pas sans poser de problème dans la relation, par exemple, des pharmaciens avec leurs collègues médecins, qui ne sont pas toujours, pour ce qui concerne les médecins généralistes, favorables à cette évolution. Donc, on est, en fin de compte, face à une situation qui est très compliquée et qui prendra malheureusement, malgré la très bonne volonté des collectivités locales, qui essayent de se substituer à l'État, de très nombreuses années avant qu'on arrive à une régulation finalement du problème auquel nous sommes confrontés. Xavier Brivet, ce sont ces collectivités locales qui doivent se substituer à l'État sur ce sujet ? Alors, contrainte et forcée, on connaît les données, moins de généralistes, moins de spécialistes, des services d'urgence qui ferment, donc un contexte de désert sanitaire auquel les maires doivent répondre parce qu'ils ont une mission pour organiser les services publics de proximité et parce que c'est vers eux que se tournent les administrés mécontents de devoir faire 30-40 km pour trouver un spécialiste parfois ou rallier une maternité. Donc la loi santé, effectivement, apporte un certain nombre de solutions. Elle crée un réseau d'hôpitaux de proximité qui ne feront ni chirurgie ni obstétrique, mais qui pourront faire de la médecine d'urgence. C'est censé être 500 à 600 établissements en 2020-2021 qui viendront renforcer le maillage sanitaire, mais ce n'est pas suffisant. Il y a toute la problématique de la nomination de jeunes médecins dans ces territoires, dans un contexte où l'État refuse de contraindre les médecins désormais à s'installer dans ce qu'on appelle les zones blanches sanitaires. Il y a des incitations, ils peuvent faire leur stage dans des zones de dessert sanitaire, mais il n'y a aujourd'hui aucune réglementation qui va les contraindre. Donc les maires sont pris un petit peu entre cette souplesse et une demande extrêmement forte de leurs administrés de disposer d'une offre sanitaire de proximité. César ? J'en ai discuté une fois avec le maire de Châteauroux qui me disait que l'autorité régionale de santé donnait des primes aux jeunes médecins qui s'installaient dans sa communauté d'agglomération, mais pas dans sa commune centre de Châteauroux. C'est quand même assez paradoxal. Et peut-être qu'il faut aller soit par la contrainte, comme le disait Xavier, par la loi des jeunes internes, soit justement renforcer le système d'incitation dans les déserts médicaux. En tout cas, trouver des solutions viables. Et au Parlement, on avait vu, lorsqu'il y avait ce débat sur la contrainte pour les médecins, il y avait deux lobbies qui s'affrontaient entre la Commission du développement du territoire qui voulait effectivement qu'on contraigne les médecins, et de l'autre côté, le lobby très fort des médecins à la Commission des affaires sociales qui avait eu gain de cause à la fin sur le texte. Alors, on va parler du coup de cette mobilisation du personnel hospitalier hier dans plusieurs villes de France pour dénoncer un manque de moyens, aussi bien humains que financiers. Grâce à nos partenaires des télés locales, on va voir la mobilisation à Tours, où étudiants et retraités ont également rejoint le mouvement. Parmi les revendications, l'augmentation des salaires, des embauches massives ou encore la fin des fermetures de lits. Regardez ce reportage de Malvin Haro de TV Tours Val-de-Loire. La marche funèbre en témoignage de leur détresse. Les étudiants en médecine l'avouent, ils ont peur pour leur avenir. Devant les locaux de l'Agence régionale de santé et aux côtés de leurs aînés, c'est à leur tour de prendre la parole. Quand vous travaillez, vous êtes censé travailler à mi-temps au CHRU et que vous vous retrouvez avec un salaire à 120 € brut par mois, c'est un peu inadmissible. Actuellement, quand on est étudiant en médecine, à l'hôpital, on n'apprend plus à faire de la médecine. On a d'autres choses à faire, de l'administratif parce qu'il n'y a plus de secrétaire, des glissements de tâches. On fait le travail des infirmières parce qu'elles sont plus suffisantes, parce qu'elles sont à bout de force. Et donc on n'a plus le temps d'apprendre la médecine. De telles conditions, après 6 ans d'études, c'est inadmissible pour les étudiants. Leur motivation s'atténue parfois et ils ne sont pas les seuls. On a tous fait ça par vocation et au final on se rend compte que on ne peut pas forcément faire ce qu'on aime le plus et c'est pas facile et ça donne pas forcément envie de se motiver plus que ça. On est face à de plus en plus de patients avec de moins en moins de temps pour les accompagner.
avec de plus en plus de difficultés à mener à bien nos soins. Et du coup, voilà, quand on a choisi ce métier-là, c'était pas pour travailler dans des conditions pareilles. Autre profession largement représentée dans le cortège, les orthophonistes, qui luttent eux aussi pour le sauvetage de l'hôpital public. C'est un lieu de formation, c'est là où on apprend le métier d'orthophoniste en 5 ans, en master. Nous, étudiants, on galère à trouver des stages parce qu'il n'y a aucun orthophoniste qui peut nous accueillir à l'hôpital. Et les libéraux sont débordés aussi. Et du coup, notre formation, on se retrouve sans rien. Et c'est un parcours du combattant pour nos centres de formation aussi, pour nous trouver des stages. Pour les syndicats, cette journée blanche n'était qu'un avant-goût du 5 décembre prochain, date du début de la grève nationale. Arnaud Benedetti, une mobilisation d'ampleur hier dans plusieurs villes de France. Est-ce que c'est ça qui a obligé Emmanuel Macron à réagir et à dire qu'un plan d'urgence serait annoncé la semaine prochaine? Oui, vraisemblablement. Il voit bien qu'il y a là un foyer de contestation qui, en plus, est foncièrement soutenu par l'opinion publique. Tous les sondages montrent, il y a encore eu un sondage récent, que parmi les personnels soignants, notamment par exemple le personnel des urgences ou les infirmières, sont plébiscités en matière de, de soutien de l'opinion publique. Donc il voit bien qu'il y a là un mouvement qui bénéficie d'une énergie en matière d'opinion qui est extrêmement importante. Il faut quand même dire que la situation, notamment la situation des urgences, c'est une situation qui obéit à une équation que l'on connaît parfaitement, c'est-à-dire une baisse du nombre de lits et une hausse de la fréquentation quasi exponentielle des urgences. Et avec un phénomène qu'il faut quand même noter, parce que on a très souvent dit que finalement l'accès aux urgences, l'engorgement des urgences, c'était lié au fait qu'un certain nombre de patients, finalement, avec parfois des maux tout à fait bénins, se rendaient aux urgences. Il y a eu une étude toute récente qui a été faite par l'INSERM, je le signale, qui est assez intéressante et qui montre que ce n'est pas finalement le cas. Que la plupart des gens qui se rendent aux urgences ont, en règle générale, la nécessité de se rendre aux urgences parce qu'ils n'ont pas d'autre moyen d'avoir accès aux soins que de se rendre aux urgences face à une pathologie qui manifestement pose problème. Donc c'est une réalité aujourd'hui à laquelle on est confronté. Ce que je voudrais dire juste pour terminer, c'est que la question en tout cas de l'hôpital concentre finalement la question de l'ensemble des maux, de tout ce qui touche aux services de l'État, quel qu'il soit. C'est-à-dire la baisse des moyens, la pénurie, la gestion comptable aussi, d'une certaine manière, des services de l'État telle qu'elle s'est développée depuis 20 ans, et puis une logique managériale qui s'est imposée aux services de l'État et qui ne permet pas de répondre la plupart du temps finalement aux besoins des usagers. Et Xavier Brier, ça touche aussi cette fracture territoriale, ça touche aussi à cette inquiétude des élus locaux qui s'inquiètent de cette crise à l'hôpital parce que souvent, l'hôpital, c'est le premier employeur dans les communes. C'est le premier employeur, mais la rationalisation a imposé beaucoup de fermetures. Alors Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, annonce un énième plan d'urgence, là, sans doute annoncé la semaine prochaine à l'issue du Conseil des ministres. On connaît la donnée, l'endettement de l'hôpital c'est 30 milliards d'euros, l'État n'en reprendra pas du tout une partie, c'est ce qu'a confirmé le gouvernement hier. Donc les élus locaux et ceux qui le représentent, c'est par exemple Frédéric Valtou, le maire de Fontainebleau qui préside la Fédération hospitalière de France, demande un plan d'urgence également, le déblocage de 300 millions d'euros pour pallier les carences dans les services d'urgence. Et on attend avec impatience ce plan d'urgence du gouvernement qui va succéder à un plan d'urgence déjà mis en place pour 2019-2022 par Agnès Buzyn il y a un petit mois. Et on se demande si cette accumulation de plans d'urgence va finalement parvenir à résoudre cette crise des urgences, cette crise des fermetures. N'oublions pas que la mobilisation des Gilets jaunes, c'était pour une question financière et fiscale, mais c'était aussi derrière pour un accès aux services publics de proximité, au premier rang desquels la santé. Rapidement, César. Mes confrères ont déjà tout dit. Voilà, comme ça vous m'arrangez, parce qu'on est un petit peu en retard. On va finir sur ce sujet de la santé, mais on va passer à un autre sujet, faire du sport lors des formations professionnelles. C'est ce qu'a imaginé le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis pour requalifier ces agents avec des difficultés motrices. Et ce sont près de 12 séances de sport que les agents ont suivies pendant leur formation. Et la Seine-Saint-Denis a d'ailleurs reçu un prix hier de la part de la Mutuelle nationale territoriale. C'est le partenaire du Club des Territoires, on le précise. Regardez ce reportage d'Alizé Boisson. À cause de ses problèmes de dos, Céline a été obligée d'abandonner son poste en crèche il y a 2 ans. Ok. Allez, vous pouvez le faire. Pour accompagner sa requalification professionnelle, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a proposé des cours de sport.
Au début, je pensais que c'était impossible parce que j'avais des problèmes de santé. Je me disais que, comme on dit, t'es foutu. Vite, je change. 1, 2. Un parcours santé en 12 séances, réservé exclusivement aux agents en requalification, mais avec une particularité, tous ont des restrictions médicales. Boxe, étirement ou encore exercice de respiration. Ici, on cherche surtout à reprendre confiance en soi. Une recette gagnante pour Céline. Avec l'esprit d'équipe, on a tendance à se soutenir, s'encourager. Et du coup, maintenant, je sais que je suis capable, même dans le milieu administratif, où j'ai pensé pas du tout y arriver au début. Désormais chargée de gestion à la mission handicap, elle a décidé de gravir les échelons en postulant à une nouvelle offre. C'est un poste de catégorie B et je suis catégorie C. Donc c'est la catégorie au-dessus de moi. Et au début, jamais j'aurais cru pouvoir intégrer un poste de B. Et du coup, là, je croise les doigts, j'ai postulé, j'attends la réponse, mais je suis vraiment confiante sur ce nouveau poste. Des résultats dont se félicite l'adjointe aux ressources humaines du département, à l'origine du parcours santé. On a trouvé dans le sport des valeurs qu'on souhaite promouvoir dans nos parcours de requalification, c'est-à-dire des valeurs de persévérance, d'assiduité, d'esprit d'équipe. Un parcours expérimental que la Seine-Saint-Denis souhaite généraliser à ses autres agents. Voilà pour ce reportage d'Alizé Boissin. On parlait de ces questions de santé, de ces questions d'hôpitaux. La mobilisation hier, Quentin, elle a fait réagir les sénateurs. On va le voir sur Twitter. Et Quentin, les sénateurs qui, pour certains, étaient présents lors de cette manifestation du personnel des hôpitaux publics. Voilà, je ne vais pas vous surprendre, il y a un groupe politique qui était très mobilisé hier dans la manifestation, c'est celui des communistes, le groupe CRCE. Ils étaient dans le cortège parisien avec leur écharpe de sénateurs et ont posté beaucoup de photos pour dire tout leur soutien, vous le voyez, au personnel de santé très fortement mobilisé pour défendre l'hôpital public. Ils ont donc défilé dans la rue, quand d'autres sénateurs ont plutôt profité des réseaux sociaux pour afficher leur soutien aux manifestants parce qu'ils étaient en séance sur l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, on va y venir. Et donc, vous voyez par exemple les sénateurs socialistes qui ont dit voilà, le gouvernement a déjà beaucoup trop tardé, il y a urgence à sauver notre hôpital public, et à chaque fois en disant soutien au personnel hospitalier. Mais donc, à vrai dire, la mobilisation de ces personnels de santé, elle était soutenue par les sénateurs de tous les bords politiques. Et juste avant le départ de la manifestation, les sénateurs de la Commission des affaires sociales ont reçu ici au Sénat une délégation de manifestants. Exactement, il était 13h lorsque cette délégation de manifestants a été reçue par vraiment des sénateurs de tous bords politiques. On en a vu une photo sur le compte d'une sénatrice communiste, Laurence Cohen. Donc ce qui est intéressant, c'est de noter que ce n'étaient pas les syndicats classiques, entre guillemets, qui étaient reçus, mais ces syndicats dont on a beaucoup parlé depuis le mois de mars, Interurgence, Interhôpital, car eux, ils ont vraiment accéléré le mouvement de mobilisation dans les hôpitaux. Et donc c'est eux qui étaient hier à la rencontre avec les sénateurs, cette rencontre qui a duré 1 heure, et les syndicats qui avaient bien compris qu'avec l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, il était question du budget de la santé au Sénat. Sauf que patatras, on l'a vu, Emmanuel Macron a fait un discours hier, il a dit que de nouvelles mesures seraient annoncées mercredi, et ça rend caduc le travail des sénateurs. Voilà, et là, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, vous en doutez, des sénateurs en colère, comme par exemple le socialiste Jean-Yves Touraine qui a dénoncé effectivement la colère du Sénat devant le mépris du Parlement. Plus loin, on voit dans le tweet, il a même écrit que le Sénat est indigné avec 3 points d'exclamation. De son côté, le sénateur LR Christophe Frassa a tweeté qu'avec ces annonces, il s'agissait d'un mauvais coup de théâtre à Épernay. Le président de la République veut redistribuer lui-même les cartes. On ne peut pas tout le temps prendre les sénateurs pour des cons. Conséquence, rejet unanime pour tous les groupes du PLFSS 2020. Une première en 14 ans, a écrit la sénatrice Catherine Procaccia. Première fois que nous décidons que tous les groupes politiques confondus de cesser l'examen de ce PLFSS. Le signe d'une nouvelle crise, sans doute, entre le Sénat et l'exécutif, comme l'a écrit Philippe Dallier, le dernier message que je voulais vous montrer. Lui, il a dit « Rarement on aura vu le gouvernement changer aussi souvent d'avis comme de chemise à tenir le Parlement pour quantité négligeable. » Arnaud Benedetti, on est dans une vraie crise institutionnelle. Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, parle de dysfonctionnement institutionnel majeur. Dysfonctionnement institutionnel, vraisemblablement. Alors, ce n'est pas la première fois quand même que le Sénat et l'exécutif rencontrent des difficultés sous la Ve République. Il y a eu des crises beaucoup plus majeures que celles que l'on rencontre. Il faut quand même parfois raison garder aussi d'une certaine manière. Je rappelle quand même que l'annonce de l'élection du président de la République au suffrage universel avait créé une crise autrement plus importante que celle-ci. Mais enfin, il n'en demeure pas moins que c'est quand même problématique
problématique, parce que dans un moment ou dans un contexte disons, de mécontentement social, où on a voulu quand même, au niveau de l'exécutif, avoir une communication qui rétablisse la relation avec ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Le Sénat est quand même l'expression des corps intermédiaires, aussi d'une certaine façon, notamment des maires et des élus locaux. Cette façon de procéder est quand même une mauvaise manière, en tout cas institutionnelle, et la réaction du Sénat est de ce point de vue-là relativement compréhensible. Et puisqu'on parle de ces élus locaux, de cette fracture territoriale, dimanche, ce sera l'anniversaire du mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que ce qui a fait les causes de ce mouvement, c'est encore présent dans les territoires, Xavier Brivet, un an après ? Ah oui, c'est présent. Le poids de la fiscalité, des services publics locaux très inégalement répartis, des carences dans l'offre de services publics. Je crois que les maires ont pris la température, ils la connaissaient, mais plus que jamais, en participant à l'organisation de ces nombreux débats. Ils ont relayé les inquiétudes de leurs administrés lors des rencontres que le chef de l'État avait souhaité organiser avec les élus locaux. Ils continuent de les relayer, ils vont les relayer lors du 102e congrès de l'AMF la semaine prochaine. Je crois que je dirais, toutes les raisons de cette mobilisation sont plus que jamais présentes. On l'a vu là récemment avec le problème des urgences sanitaires, on le voit avec les problèmes de mobilité, avec les problèmes de finances, sur tous les plans. Il y a un vrai problème et les choses sont loin d'être réglées. César ? Oui, certes, la taxe d'habitation est en passe d'être supprimée et donner plus de pouvoir d'achat, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi redonner un sentiment d'appartenance à la République. Et c'est ce que demandent les Gilets jaunes. Ils demandent d'être considérés comme des citoyens normaux et pas des citoyens de seconde zone qui doivent payer leur essence plus cher que les autres. Ils veulent des transports en commun de qualité, mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut leur apporter des solutions concrètes et pas uniquement des effets de mesures d'achat temporaires. Et si le terreau est encore là, ça veut dire que ce mouvement peut repartir ? Ça veut dire que ce n'est pas une crise conjoncturelle, que c'est une crise structurelle à laquelle est confronté le pouvoir. Donc il est évident que les ferments qui ont été les ferments à l'origine de cette crise n'ont pas disparu en un an. Ils n'ont pas été absorbés par le grand débat. La crise territoriale, la facture sociale, la facture économique et, comme le dit César, la fracture politique, c'est-à-dire le demande de considération, de visibilité de tout un ensemble de catégories qui appartiennent aux classes moyennes ou aux classes populaires demeure. Et là, en l'occurrence, en effet, on voit bien qu'il y a un terreau social où il y a en tout cas une forme de mobilisation qui peut ne pas être celle des Gilets jaunes, mais qui peut en tout cas reprendre d'une manière ou d'une autre. Allez, puisqu'on parlait des maires, ils auront l'occasion de s'exprimer la semaine prochaine à l'occasion du 102e congrès des maires de France, des maires plus combatifs, moins pessimistes à 4 mois des municipales. C'est ce que montre la dernière enquête du Cevipof. Avant d'en parler, on va voir le détail avec Flora Sauvage. À en croire cette enquête, les maires ont retrouvé le moral. À 4 mois des élections municipales, une étude du Cevipof montre que près d'1 maire sur 2 compte se représenter pour un nouveau mandat. Si 28% des plus de 6 000 maires interrogés ne veulent pas se représenter en mars prochain, 48% souhaitent briguer un nouveau mandat et 23% ne savent pas encore. Il y a un an, près de la moitié d'entre eux déclaraient vouloir renoncer. Une embellie à nuancer toutefois, puisqu'il y a 2 fois plus d'abandon chez les maires des petites communes de moins de 3 500 habitants que chez les maires des grandes villes. Entre-temps, le grand débat mis en place par l'exécutif a servi de cahier de doléances pour les maires. Et sur le plan financier, le projet de loi engagement et proximité, actuellement en discussion, vise à revaloriser leur indemnité. Enfin, 60% des maires jugent que la situation de leur commune s'est améliorée depuis le début de leur mandat. Des chiffres plutôt rassurants pour l'exécutif, à la veille du 102e congrès de l'Association des maires de France. Xavier Brivet, on le voit, l'année dernière, on avait beaucoup parlé de ce chiffre, 50% des maires qui ne veulent pas se représenter. Aujourd'hui, à 4 mois des municipales, ils ne sont plus que 28%. On est finalement dans un taux de renouvellement assez classique. Je crois que c'était 27% en 2014. Oui, absolument. Le taux de renouvellement sera identique. Il y a un an, la moitié des maires disaient ne pas vouloir se représenter. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Presque la moitié d'entre eux, interrogés par le Cevipof et l'AMF, disent « oui, je vais me représenter ». Un quart disent « non, je ne vais pas me représenter ». Encore une fois, le même taux qu'en 2014. Donc, taux de renouvellement identique. Le moral est meilleur visiblement, puisque 60% d'entre eux jugent que la situation de leur commune est bonne, 90% d'entre eux jugent que la situation financière de leur commune est bonne. Donc, une appétence à se représenter. Quelques éléments de contexte, ils n'ont pas tout obtenu de l'État. Il y a encore beaucoup de demandes, notamment une grosse inquiétude sur le remplacement de la taxe d'habitation et donc les moyens dont les prochaines équipes municipales à partir de 2020 disposeront pour le mandat 2020-2026.
mais en tout cas un moral et une envie de se représenter. Et il y a une autre donnée importante qui souligne un petit peu d'ailleurs la dichotomie chez les maires. Quand on les interroge, on leur demande est-ce que c'est une fonction ou un métier, tous disent, enfin une majorité disent c'est ça reste une fonction, tout en soulignant la complexité de la dite fonction, le fait qu'elle est faiblement rémunérée, même si les indemnités ne sont pas une question cruciale pour eux, mais ils le soulignent quand même. Ils soulignent également que ce mandat a un très fort impact sur leur vie personnelle, et d'ailleurs, chez ceux qui renoncent, c'est la première raison qui est avancée. L'impact sur la vie professionnelle, personnelle, familiale du mandat est extrême, ce qui conduit beaucoup d'entre eux à jeter l'éponge, en tout cas parmi le quart qui renonce. Donc il y a comme ça tout un tas d'éléments dans cette enquête assez intéressant, avec une fracture entre guillemets entre les maires des petites communes et des grandes communes. Globalement, une moitié d'entre eux veulent se représenter en 2020. Ils ne sont que 40% dans les communes de moins de 3500 habitants. Ils sont 75% à vouloir se représenter dans les communes au-delà de 30 000 habitants. Voilà, donc il y a un certain nombre d'enseignements, mais disons que le climat est globalement positif, moralement parlant. Arnaud Benedetti, comment vous analysez ces chiffres? Ou est-ce que vous dites finalement les maires ont retrouvé le moral, ou est-ce que ce sont un peu des chiffres en trompe-l'œil? D'abord, il faut saluer l'excellent travail du Cevipof qui, comme d'habitude, mène des enquêtes qui sont des enquêtes qui vont d'ailleurs à rebours, parfois, en effet, des études d'opinion qui ont pu paraître. Donc je pense que l'étude du Cevipof, de ce point de vue-là, est une étude qui fait date et qui permet en tout cas d'avoir et de mesurer la véritable température. Il est clair qu'en tout cas, il y a eu la volonté de la part de l'exécutif, encore une fois au moment de la crise des Gilets jaunes, de remettre les maires au centre du jeu. Finalement, ce qui avait été aussi reproché à Emmanuel Macron, c'est un dialogue insuffisant avec cet échelon qui est l'échelon même de la proximité de la démocratie locale que constitue le maire. Alors, est-ce que, disons, cette opération de communication politique a suffi à redonner le moral aux maires? Je ne pense pas. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la difficulté à laquelle sont confrontés les maires, c'est une double difficulté. C'est une difficulté d'abord d'exercice de leur mission dans leur relation avec les administrés. Ce qu'il faut noter, c'est que les administrés sont de plus en plus exigeants aussi. Et ça, c'est une réalité à laquelle aujourd'hui sont confrontés les maires. Et que finalement, l'échelon où la démocratie peut-être fonctionne le mieux, c'est finalement l'échelon de démocratie que constitue la municipalité, parce que tout simplement, on est face à la gestion de problèmes très concrets. Et le maire est confronté finalement à une mission de gérer des problèmes très concrets, au-delà des problèmes d'aménagement. Le deuxième problème, c'est que vous avez tout un ensemble aujourd'hui il y a eu une complexification, j'allais dire, du métier de maire. Et d'ailleurs, le sondage le fait apparaître, quand on le lit dans le détail, c'est que finalement, beaucoup de maires, et notamment de maires de petites communes ou de maires de communes moyennes, sont confrontés à de nouveaux défis juridiques, financiers, économiques, et donc ils ont besoin de plus de compétences, en l'occurrence. Et il manque de ces compétences auprès d'eux. Donc il y a aussi cette difficulté à laquelle ils sont confrontés. Sur la tendance, en effet, on peut penser que les maires, plus l'élection se rapproche, plus en effet l'appétence à quelque part revenir devant leurs électeurs pour plus l'engagement prend le pas sur le découragement, pour essayer finalement. de se faire réélire est un mécanisme psychologique bien compréhensible. C'est ça. Oui, et les maires, on dit souvent qu'ils sont à portée d'engueulade, mais ça n'empêche pas qu'ils sont passionnés par leur fonction et non pas par leur métier. Peut-être dans les petites villes, c'est plus difficile parce que justement, il y a des problèmes à régler, il y a le trou dans la chaussée, il y a le lampadaire qui est en panne dans la passe et il faut régler ce genre de questions. Mais il y a aussi une forte appétence pour la transition écologique qui s'est exprimée notamment dans la crise des Gilets jaunes où les gens veulent concilier fin du mois et fin du monde. Et les maires sont les plus à même d'impulser des politiques. C'est François Baroin qui le dit lui-même. Il dit, nous, on peut faire des choses au coin de la rue avec les intercos, tant que l'interco n'est pas XXL, évidemment. Mais voilà, pourquoi, à mon avis, les maires aujourd'hui veulent retourner au charbon. Et un mot sur ces intercommunalités, puisque vous en parliez, intercommunalités qu'on a beaucoup accusées d'être responsables de ce malaise des maires. Eh bien, dans ce sondage, 70% des maires pensent que l'intercommunalité exerce une forte influence sur la gestion de leur commune, mais la moitié d'entre eux pensent qu'elle fonctionne très bien, finalement. Alors, oui, elle fonctionne très bien, elle pourrait être corrigée. Mais dans ce sondage, on voit qu'une moitié des maires, une bonne moitié d'entre eux, disent stop au Big Bang territorial et aux réformes territoriales. Parce que ce mandat a quand même été extrêmement impacté, notamment par la recomposition de l'intercommunalité, dont le nombre a été divisé d'un bon tiers, par la naissance de ces intercommunalités XXL, par une vraie crise d'identité pour les maires qui constituent certes cette intercommunalité, mais qui pouvaient se
se sentir un peu isolés, notamment pour les petites communes, éloignés de la décision et du projet communautaire. Donc le sondage et l'enquête Cevipof-AMF montrent qu'un quart d'entre eux sont mécontents de la façon dont se passe l'intercommunalité, de son organisation, mais une moitié d'entre eux ne veulent pas remettre l'ouvrage sur le métier et estiment que maintenant, il faut peut-être passer à leur projet lors du prochain mandat et arrêter toute réforme de structure, en tout cas, qui perturbe l'exercice du mandat. Alors, cette enquête du Cevipof, elle montre les préoccupations des maires, leurs inquiétudes, leur état d'esprit. Vous, César, vous avez fait un sondage pour la Tribune, un sondage exclusif à l'occasion de ce congrès des maires. Et vous, vous êtes intéressé aux préoccupations des Français à l'occasion de ces municipales. Et 85% des Français mettent l'environnement au cœur de ces municipales. Oui, c'est très intéressant ce sondage qu'on a réalisé avec Elab et Veolia. C'est que quelle que soit leur appartenance politique ou quelle que soit la taille de leur commune, 10 000 habitants, moins de 10 000 habitants ou métropole, ils veulent plus de transition écologique au quotidien. Ils sont prêts à faire des gestes tout simples comme trier les déchets, mais ils veulent que les communes et les intercommunalités les accompagnent, parce que sinon ça ne suffira pas. Ils disent l'État doit en faire plus, les entreprises doivent en faire plus, mais les collectivités aussi. Elles ont pas beaucoup de moyens, ça les citoyens le savent, mais il faut qu'elles montrent la voie pour continuer et accélérer, ne serait-ce que pour des raisons économiques et sociales. Un petit mot, une enquête cet été du Cevipof et de l'AMF sur les attentes des Français pour le prochain mandat place effectivement en 1, l'environnement, la préservation de l'environnement, en 2, le maintien et le développement des services publics de proximité. Donc ça recoupe tout à fait les enseignements de votre enquête. En 30 secondes, Arnaud Benedetti, l'écologie, ça sera l'enjeu politique de cette campagne municipale? Alors ça dépendra vraisemblablement de la taille des communes. Je pense que dans les grandes métropoles, en effet, l'enjeu écologique sera un enjeu qui pèsera. Dans les communes, disons, dans les petites communes ou dans les communes de moyenne importance, je ne suis pas sûr que ce soit l'enjeu écologique qui soit déterminant. Mais quand même, ce qu'on voit, c'est que l'agenda médiatique s'impose aussi quelque part à l'opinion publique. Eh bien, on aura bien sûr l'occasion de reparler des maires, du Congrès des maires de France, puisque Public Sénat diffusera les temps forts de ce Congrès des maires toute la semaine prochaine. Et François Baroin sera notre invité lundi dans cette émission. On va finir avec la revue de presse, Quentin. Et on commence avec ce coup de froid, c'est à la une de Midi Libre. Exactement, un manteau blanc recouvre Pyrénées, Lozère et Cévennes, nous dit le Midi Libre, avec des températures entre 3 et 5 degrés en dessous des normales de novembre, avec la neige hier, regardez, sur la statue du taureau de l'Aïole, ou encore à Mende en Lozère, où il fallait être équipé, alors ça c'est la préfecture qui recommandait d'avoir à la fois des chaînes, et être équipé aussi dans les rues de la ville. Et on va en profiter pour rappeler le bilan, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, de cette tempête de neige, Quentin. Oui, il y a effectivement une personne qui a été écrasée par un arbre, donc une personne décédée. Et l'AFP communiquait sur 140 000 foyers qui sont privés pour l'instant d'électricité. Même 300 000, je crois, à l'heure actuelle. 300 000 foyers privés d'électricité et des routes bloquées dans ces départements. Quentin, on continue avec le Dauphiné libéré. Exactement. Alors, à la une du Dauphiné libéré, on voit cette colère sur tous les fronts. Alors, quels sont-ils, ces fronts? Eh bien, c'est à la fois les étudiants qui demandent la fin de leur précarité, les personnels hospitaliers, les gilets jaunes, la réforme des retraites. N'en jetez plus. La colère sur tous les fronts avec cette question dans le Dauphiné. Peut-il y avoir une coagulation de ces actions avec une forme de convergence des luttes, s'interroge le Dauphiné. C'est ce que souhaiteraient les étudiants de Lyon 2, nous dit l'article. Ils étaient 800 réunis en AG hier dans la fac. Notre colère doit se joindre à celle des cheminots, des hospitaliers, a pu dire un étudiant. Il ne faut pas qu'on nous enterre dans la fac. Il faut une convergence des luttes pour le 5 décembre. Donc effectivement, tous les regards se tournent vers cette date. Et si la réponse à cette crise passait par les territoires, c'est à lire à la une de l'Union. Voilà l'Union qui raconte toute la visite dans la Marne hier du président de la République à Épernay. Entre rencontres sur les thèmes locaux, sur les politiques de l'État en matière d'emploi, des mini-bains de foule, nous dit l'article, même si une bonne partie de la commune avait été totalement bouclée, par conséquent quasi déserte. Mais donc l'idée, on le voit dans cette double page, c'était d'échanger avec des responsables des
d'administration qu'on voit autour de la table sur l'écran, sur l'avancée des réformes, le dédoublement des classes de CP-CE ou encore la prime à la conversion dans le milieu automobile. Vraiment beaucoup de sujets qui ont été abordés par le président de la République hier. Mais donc l'idée, selon l'article, c'est de comprendre comment se vivent les réformes au quotidien, explique l'Union. Merci beaucoup Quentin. On va regarder rapidement vos unes. Messieurs, la une de la revue politique et parlementaire Arnaud Benedetti consacrée à la science. Numéro sur la science, on va regarder la une de Maire de France. Xavier Brivet, une nouvelle une consacrée bien sûr à ce 102e congrès des maires de France. Les maires au cœur de la République. Grand dossier sur les principaux enjeux de ce congrès. Très rapidement Xavier. Oui, nous avons publié avec cette revue un supplément bilan du mandat 2014-2020. Vous faites bien de le dire, on aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Et la une de la tribune, on en a parlé, César Armand, avec ce sondage. 85% des Français qui mettent l'environnement au cœur des municipales. C'est la fin de cette émission. Merci messieurs d'avoir été avec nous. On se retrouve lundi, émission spéciale consacrée à l'ouverture de ce 102e congrès des maires de France avec un invité. C'est François Barouin, le président de l'association des maires de France. Il sera avec nous pendant une demi-heure. Une interview avec la presse quotidienne régionale, notamment Stéphane Vernet de Ouest France et Pascal Jalabert du groupe EBRA. On vous attend donc lundi pour cette émission et on vous souhaite un excellent week-end. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des territoires.